Mes beaux-parents sont partis sans moi lors de vacances en famille, en riant, alors que je courais derrière la voiture. Ma femme a baissé la vitre, et a hurlé, « Marche, ça te fera les pieds !» 5 ans plus tard, elle a frappé à ma porte. Et a vu qu'il ouvrait, à mes côtés. Je n'ai raconté cette histoire qu'une seule fois auparavant. À mon pote Marco, autour d'une bière bon marché, dans un bar que ni l'un ni l'autre n'apprécions vraiment. Il m'a fixé pendant 10 bonnes secondes, une fois mon récit terminé, avant de lâcher, « Mec, ce n'est pas une famille, ça. C'est une prise d'otage. » Et il n'avait pas tort. Je m'appelle Brad, et il y a 5 ans de cela, la famille de ma femme m'a planté sur une route de campagne, pendant des vacances familiales. Partant sans moi, tout en riant de la situation. Ma femme, Kelsey, a baissé la vitre et a hurlé, « Marche, ça te fera les pieds !» Comme si j'étais un golden retriever, qui avait grand besoin de se dégourdir les pattes. J'avais 31 ans. J'étais planté sur le bas-côté d'une route à 2 voies, dans le nord du Michigan. Sans aucun réseau, avec une seule barre de batterie, regardant leur suburban de location disparaître au détour d'un virage. Mais, j'anticipe. Kelsey et moi nous sommes rencontrés, à l'université. Elle avait 20 ans, j'en avais 21. Elle possédait ce rire communicatif, qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus hilarante au monde. Nous nous sommes mariés à 24 ans. Ce qui, je le concède, est jeune. Mais j'étais fou d'elle. Et elle semblait folle de moi. Aucun de nous n'avait l'expérience de la vie nécessaire, pour comprendre que ce « semblait » portait sur ses épaules, le poids de toute notre relation. J'ai grandi avec une mère célibataire, qui cumulait 2 emplois. J'ai financé mes études, en travaillant dans des entrepôts, et j'ai décroché un diplôme en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas le métier le plus glamour, mais j'y excellais. Et à 28 ans, je gagnais très bien ma vie, en tant que coordinateur logistique, pour un distributeur régional. J'étais fier de ce que j'avais bâti. Personne ne m'avait jamais rien offert sur un plateau. La famille de Kelsey était bien différente. Pas exactement riche, mais il vivait comme s'il l'était. Son père, Don, avait pris sa retraite d'un poste de cadre intermédiaire, dans une entreprise de fabrication. Et il se comportait, comme s'il avait personnellement inventé, le travail à la chaîne. Sa mère, Maureen, était le genre de femme qui organisait tout. Les fêtes, les vacances, les dîners du dimanche. Et elle exigeait de la gratitude en retour, comme si elle faisait œuvre de charité. Et puis, il y avait Tyler. Le jeune frère de Kelsey, 28 ans. Il travaillait dans une entreprise appartenant à un partenaire de golf de Don, conduisait une voiture que ses parents l'avaient aidé à payer, et réussissait, malgré tout, à agir comme s'il était la personne la plus accomplie, de n'importe quelle pièce. J'ai fait des efforts avec eux. Vraiment. Les premières années, j'étais présent à chaque dîner, chaque jour férié, chaque rassemblement improvisé un mardi soir, que Maureen avait planifié. J'apportais du vin. J'aidais à débarrasser. Je questionnais Don sur ses parties de golf, et j'écoutais Tyler disserter sur son équipe de fantasy football, comme s'il donnait une conférence TED. Ce n'était jamais assez. Don avait cette fâcheuse habitude, de glisser de petites remarques. Pas des insultes frontales, rien que l'on puisse pointer du doigt en disant « ça, c'est inacceptable ». C'était plutôt comme des coupures de papier. Il me demandait ce que je faisais dans la vie. Et quand je lui expliquais le domaine de la logistique, il hochait lentement la tête, et lâchait « donc, tu déplaces des cartons ?» Ensuite, il gloussait, et regardait Tyler, comme s'il partageait une blague entre initiés. Ou bien, il racontait comment il avait aidé le mari de la cousine de Kelsey, à décrocher un poste dans un cabinet. Puis il me fixait, et ajoutait, « Tu sais, si jamais tu as envie de faire quelque chose de plus professionnel, fais-le-moi savoir. » Comme si, j'emballais des courses à la caisse du supermarché. Maureen était plus subtile. Elle organisait des dîners de famille, et, oubliait, de me prévenir du changement d'heure. Elle réarrangeait le plan de table, de sorte que je me retrouvais invariablement en bout de table. Coincé à côté du gamin le plus jeune, incapable de tenir une conversation. Lorsque Kelsey et moi avons acheté notre maison, le seul commentaire de Maureen fut « Eh bien, c'est une jolie petite maison pour commencer. » C'était un 3 pièces, dans un quartier tout à fait correct. Nous avions 26 ans. Et Kelsey. Voici la chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre.
Kelsey n'était pas cruelle. Elle ne complotait pas contre moi, de mèche avec sa famille. Elle se rangeait simplement de leur côté, à chaque fois, par défaut. Si Don faisait un commentaire sur mon travail, Kelsey disait « Il te taquine, Brad ». Si Maureen m'excluait d'un événement, Kelsey disait « Elle a sûrement juste oublié, n'en fais pas toute une histoire ». Si Tyler se montrait ouvertement condescendant, Kelsey disait « C'est Tyler, c'est tout. C'est juste comme ça qu'ils sont ». Cette phrase est devenue la bande-son de mon mariage. J'ai abordé le sujet, à maintes reprises. Je n'étais pas du genre à tout refouler, pour finir par exploser. J'ai fait asseoir Kelsey, et je lui ai expliqué calmement ce que je ressentais. J'ai utilisé des phrases commençant par « je ». J'ai donné des exemples précis. J'ai suggéré une thérapie de couple. Et à chaque fois, Kelsey affichait cette expression. Pas de la colère, pas du dédain. Mais une confusion sincère, comme si je lui décrivais une réalité, qu'elle était incapable de voir. Elle me répondait des choses comme « Je crois que tu analyses trop. Ma famille t'adore. » Ils ne m'aimaient pas. Ils me toléraient, car Kelsey m'avait choisi, et ils attendaient patiemment, en silence, qu'elle revienne sur son choix. Ces vacances étaient l'idée de Don. Une semaine dans une maison au bord d'un lac, dans le nord du Michigan. Il avait loué l'endroit, et s'était assuré que tout le monde sache, que c'était lui qui payait. Ce qui signifiait qu'il avait le droit d'édicter les règles, de choisir les activités, et de se comporter comme un monarque bienveillant, recevant ses sujets. Kelsey était aux anges. Tyler venait accompagné de sa petite amie, une certaine Britt. Je l'avais rencontrée une fois, et elle avait passé l'intégralité du dîner, les yeux rivés sur son téléphone. Maureen avait déjà planifié le menu de toute la semaine. Je n'avais aucune envie d'y aller. Je l'ai dit à Kelsey. Je lui ai avoué, une semaine entière avec ta famille, dans un espace confiné. C'est beaucoup. Elle m'a jeté un de ses regards. Celui qui disait que je compliquais les choses, que j'étais le problème, avant d'ajouter, ce sont des vacances gratuites, Brad. Essaie juste de t'amuser. J'y suis donc allé. Et, les 2 premiers jours, c'était presque supportable. Don n'a fait que 3 remarques, sur ma carrière. Maureen m'a, par inadvertance, attribué la plus petite chambre, celle sans vue sur le lac, avec un matelas aussi fin qu'une serviette pliée en 2. Tyler ne m'a interrompu que 2 fois lors de conversations, pour ramener l'attention sur lui. C'est au 3e jour, que les choses ont commencé à déraper. Nous devions aller en ville, pour faire des provisions. Tout le monde s'est entassé dans le suburban. Don et Maureen à l'avant, Tyler au volant. Britt sur la banquette du milieu, et Kelsey à ses côtés. Je sortais de la maison, portant la glacière que Maureen m'avait demandé d'apporter, quand j'ai entendu le moteur démarrer. J'ai accéléré le pas. Le suburban a commencé à descendre l'allée en gravier. J'ai crié « Hé, attendez !» Tyler a regardé dans le rétroviseur. J'ai vu son visage. Il avait un sourire narquois. Je me suis mis à courir. La voiture a accéléré. Pas vite, juste assez pour garder une longueur d'avance sur moi. J'entendais les rires, par les fenêtres ouvertes. Le rire grave et aboyant de Don, le gloussement aigu de Maureen. Et puis, Kelsey a baissé sa vitre, s'est penché à l'extérieur, et a hurlé ces mots, que je n'oublierai jamais, tant que je vivrai, marche, ça te fera les pieds. De nouveaux rires ont éclaté. Le suburban a tourné sur la route principale, et a accéléré. Je suis resté planté là, tenant une glacière bleue, regardant le véhicule rapetisser, jusqu'à disparaître derrière la ligne d'arbres. Et, quelque chose en moi est devenu, très silencieux. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté la glacière. Je l'ai posée sur les graviers, je me suis assis sur les marches du Porsche, et j'ai contemplé le lac, pendant un long, très long moment. J'ai essayé d'appeler Kelsey. Pas de réponse. J'ai réessayé, 20 minutes plus tard. Rien. 1 heure a passé. Puis 2. Lorsqu'elle a enfin décroché, j'entendais du bruit en fond sonore. Peut-être un restaurant. Elle riait de quelque chose, au moment où elle a répondu. Brad. Oh mon Dieu, tu es toujours à la maison. Tyler faisait juste l'imbécile, on allait faire demi-tour. On a juste été pris par le temps. Tu es fâché? Je n'étais pas fâché. C'était bien ça le plus effrayant.
Je ressentais quelque chose de bien pire que de la colère. J'éprouvais une clarté limpide. Je lui ai répondu que j'allais bien, et j'ai raccroché. Puis, j'ai fait défiler mes contacts jusqu'au numéro de Marco, et je l'ai appelé, lui. Et mec, lui ai-je dit. J'ai besoin d'un service. Peux-tu conduire jusqu'au Michigan, pour venir me chercher? Je crois que c'est fini. Marco a fait 4 heures de route, pour me récupérer. Il n'a posé aucune question, jusqu'à ce que nous soyons de retour sur l'autoroute, en direction du sud. Et même là, tout ce qu'il m'a demandé, c'était, tu veux en parler, ou tu veux un Taco Bell? J'ai répondu, les deux. Et nous nous sommes retrouvés assis sur le parking d'un Taco Bell, quelque part en périphérie de Grand Rapids. Et je lui ai tout raconté. Il a écouté. Et quand j'ai eu terminé, il a prononcé une phrase, qui m'est restée gravée. Brad, le problème ce n'est pas qu'ils sont affreux. Le problème, c'est que Kelsey pense, que ce comportement est normal. Il avait raison. C'était très exactement, le fond du problème. Je ne suis pas retourné à la maison du lac. J'ai envoyé un SMS à Kelsey, pour l'informer que j'étais rentré chez nous, et que nous aurions besoin de discuter, à son retour. Elle m'a appelé 2 fois. J'ai laissé sonner. Puis, elle m'a envoyé un message, tu vas vraiment gâcher les vacances de tout le monde, pour une simple blague. J'ai éteint mon téléphone, juste après. Elle est rentrée 5 jours plus tard, bronzée, et agacée. J'étais assis à la table de la cuisine, avec 2 tasses de café, quand elle a franchi la porte. Elle a lâché son sac dans l'entrée, m'a regardé, et est immédiatement passée à l'offensive. Avant que tu ne commences, je veux que tu saches, que tu m'as complètement humilié devant ma famille. J'ai dû leur expliquer pourquoi mon mari s'est enfui, en plein milieu du séjour. Je ne me suis pas enfui en plein milieu d'un séjour, ai-je rétorqué. Ton frère est parti sans moi, et vous en avez ri. C'était une blague, Brad. Kelsey, j'ai été laissé en plan pendant 2 heures, sur une route sans aucun réseau. Elle a croisé les bras. Tyler a dit qu'il allait faire demi-tour. Tu as juste réagi de manière excessive, avant qu'il ne puisse le faire. Il n'a pas fait demi-tour. Tu n'as pas répondu à ton téléphone. Vous étiez au restaurant. On a pris un déjeuner sur le pouce. On revenait. 2 heures plus tard. Elle m'a fixé, et j'ai pu la voir faire ce qu'elle faisait toujours. Recalculer l'histoire dans sa tête, pour que sa famille en sorte blanchie. Réarranger les faits, jusqu'à ce que la seule conclusion possible, soit que j'étais le problème. Je l'avais vu faire ça, des centaines de fois. Mais cette fois-ci, je l'observais avec détachement, et non plus avec frustration. Et cette différence, comptait plus que je ne saurais l'expliquer. Je veux le divorce, ai-je lâché. La pièce est devenue totalement silencieuse. Les bras de Kelsey se sont décroisés. Sa bouche s'est entr'ouverte légèrement, puis refermée, puis entr'ouverte à nouveau. Tu veux quoi? Je veux le divorce. Ce n'est pas à propos de la voiture. C'est à propos de cette année passée à être traité comme un intrus, dans mon propre mariage. Et du fait que tu choisisses ta famille au lieu de moi, à chaque putain de fois. Brad, ce n'est pas tu ne peux pas juste, pour une blague. Ce n'est pas une blague. Ça n'a jamais été une blague. Et je te l'ai dit tellement de fois, que je ne trouve plus d'autre moyen de le formuler. Elle s'est mise à pleurer. Sans drame. Juste des larmes coulant silencieusement, alors qu'elle se tenait dans le couloir, sa valise à ses pieds. Une part de moi voulait aller vers elle, et la prendre dans mes bras. Mais la part de moi, qui était restée assise sur ses marches pendant 2 heures, pendant que la famille de ma femme riait aux éclats. Cette part-là, est restée exactement à sa place. Pouvons-nous au moins en parler, a-t-elle murmuré. Nous en parlons depuis 3 ans. C'est juste que tu ne m'écoutais pas, elle a emménagé dans la chambre d'amis, ce soir-là. Au cours de la semaine suivante, elle est passée par toutes les étapes. Les pleurs, les supplications, la colère, la culpabilisation. Et, finalement, l'étape que j'attendais, l'appel à ses parents. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, quand je l'ai entendue au téléphone, dans la chambre d'amis. Les murs de notre maison étaient fins, et elle n'essayait même pas d'être discrète. Il est sérieux, maman. Il a vraiment prononcé le mot au divorce. Je sais, mais non. Je ne vais pas lui dire ça. Il est
Maman, il ne bluffe pas, cette fois. Puis, la voix de Maureen, métallique à travers le haut-parleur, mais parfaitement distincte. Ma chérie, laisse-le se calmer. Il ne va pas partir. Où irait-il, de toute façon? Il n'a personne d'autre que nous. Cette phrase a fait mouche. Je l'avoue. Mais elle confirmait aussi, ce que j'avais toujours su. Il ne me voyait pas comme un être humain. Il me considérait comme un meuble, auquel Kelsey s'était malheureusement attachée. J'ai trouvé une avocate spécialisée en divorce, nommée Sandra Park, grâce à la recommandation d'un collègue. Elle était calme, méticuleuse, et ne s'encombrait pas de sentiments. Notre première rencontre fut purement pragmatique, les actifs, les dettes, les biens, la maison. Et c'est avec la maison, que tout a basculé. Sandra m'avait demandé d'apporter tous mes documents hypothécaires. J'avais pris tout ce que j'avais, le contrat d'achat initial, les documents de clôture, les relevés de paiement. Elle les a étalés sur son bureau, et a commencé à les examiner page par page, pendant que j'étais assis là, à boire un mauvais café dans un gobelet en polystyrène. Au bout de 20 minutes environ, elle s'est arrêtée, a pris un document, l'a scruté, puis m'a regardé. Brad, aviez-vous un cosignataire, sur votre prêt hypothécaire? Non. Nous étions éligibles par nous-mêmes. Elle a retourné la feuille de papier, et l'a fait glisser vers moi, sur le bureau. Il s'agissait d'un avenant de caution solidaire. Un document complémentaire joint à l'hypothèque déposée auprès du prêteur, désignant un garant supplémentaire sur le prêt. Le nom sur la ligne de signature était Donald Holland. Le père de Kelsey. J'ai fixé la feuille, incrédule. Je n'ai jamais vu ce document auparavant. Vous ne l'avez pas signé. Votre nom n'y figure pas. Mais il a été soumis, avec votre dossier de clôture. Comment est-ce possible? J'étais présent lors de la signature. J'ai tout signé. Sandra s'est adossée à sa chaise. Cet avenant ne faisait pas partie du dossier standard, que vous auriez examiné à la table des signatures. C'est un formulaire de garantie complémentaire. Il a pu être soumis directement au prêteur, par quelqu'un ayant accès au dossier. Votre agent immobilier, peut-être? Ou quelqu'un de la société de titres de propriété. Ma tête tournait. Pourquoi donc se porterait-il garant de notre prêt, sans m'en parler? Sandra m'a observé longuement. Pour le contrôle. S'il est garant, il a un intérêt financier dans la propriété. Dans certaines circonstances, cela lui donne le droit de peser sur les décisions concernant la maison. Un refinancement, une vente, des modifications du prêt. Cela ne lui donne pas la propriété. Mais ça lui donne un moyen de pression. Peut-il faire ça, à mon insu? Légalement, non. Si vous n'avez pas donné votre consentement, et que vous n'avez pas été informé, cela pourrait constituer une fraude. Je suis resté là, dans le bureau de Sandra, tenant un morceau de papier portant la signature de mon beau-père. Sur un document que je n'avais jamais vu, rattaché à une hypothèque que je remboursais seul, depuis 6 ans. Et j'ai repensé à chaque fois, Oudon avait fait un commentaire sur notre maison de départ. À chaque fois qu'il avait dit, tu sais, cette maison est vraiment plus grande, que ce dont vous avez besoin tous les deux. À chaque fois que Maureen avait suggéré qu'ils réduisent leur espace, et déménagent plus près de chez eux. Ils ne faisaient pas la conversation. Ils tournaient autour de la propriété. Sandra, lui ai-je demandé, que dois-je faire de ça? Elle a repris le document, et l'a replacé soigneusement dans mon dossier. Pour l'instant, rien. Vous ne dites à personne, que vous avez trouvé ça. Nous menons notre enquête discrètement, nous vérifions la signature, nous contrôlons la chaîne de dépôt, et nous établissons un tableau complet, avant de bouger le petit doigt. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Ils ne savent pas, que vous savez, n'est-ce pas? Non, ai-je répondu. Ils pensent que je vais m'écraser. Sandra a esquissé l'ombre d'un sourire. Parfait. Laissons-les y croire. Les 3 mois qui ont suivi, furent la représentation théâtrale la plus étrange de toute ma vie. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je dînais dans la même maison que Kelsey, qui avait réintégré la chambre principale, après que j'ai volontairement pris la chambre d'amis. J'étais poli. J'étais calme. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. J'opinais du chef, quand elle parlait. Et chaque mardi et jeudi soir, je conduisais jusqu'au bureau de Sandra Park.
Et nous avons consciencieusement démonté, les 7 années de mon mariage, tels des mécaniciens démontant un moteur. Voici ce que nous avons découvert. L'avenant de garantie avait été déposé auprès du prêteur, 3 jours après la date de signature de l'acte de vente. Et non pas pendant, mais bien après. Ce qui signifiait que quelqu'un l'avait soumis séparément, en dehors de la procédure standard. L'assistante juridique de Sandra a retracé le dépôt, jusqu'à la société de titres de propriété qui s'était occupée de notre achat. L'agent qui a traité l'avenant. Une femme nommée Gail Richter, qui, et je jure que c'est vrai, fréquentait la même paroisse que Maureen. Je n'ai même pas scié, quand Sandra me l'a annoncé. J'ai simplement hoché la tête. Bien sûr qu'elle en faisait partie. Sandra a fait appel à un avocat spécialisé en immobilier, nommé Hector Montoya, expert en fraude de titres de propriété. Hector a examiné le document, et a confirmé les soupçons de Sandra. Pour être valide, le formulaire de garantie nécessitait ma signature, ou à tout le moins, mon consentement écrit. Aucun des deux n'existait. Mes initiales n'y figuraient pas. Mon nom n'apparaissait nulle part sur l'avenant, sauf en tant qu'emprunteur principal. Une information qui avait été extraite des documents hypothécaires initiaux. Ceci a été déposé, sans votre connaissance ni votre consentement, m'a affirmé Hector, d'un ton catégorique. C'est frauduleux. Qu'est-ce que cela signifie pour Don? Cela signifie que Donald Holland a signé un document financier légal, et l'a soumis via un tiers à votre prêteur, sans votre autorisation. Selon la manière dont cela a été coordonné, il pourrait y avoir une responsabilité pour l'agent de titre de propriété, également. J'ai posé la question qui me hantait, depuis des semaines. Kelsey aurait-elle pu être au courant de ça? Hector et Sandra ont échangé un regard. Sandra a répondu avec prudence. Nous ne pouvons pas le déterminer, à partir des seuls documents. Mais le formulaire a été déposé il y a 6 ans. Votre femme ne vous en a jamais parlé. Elle n'a également jamais mentionné de conversation avec son père à propos d'une caution. Il vous faudra tirer vos propres conclusions. Je les avais déjà tirées. Et elles n'étaient pas flatteuses. Pendant ce temps, à la maison, il se passait quelque chose d'intéressant. Kelsey avait apparemment dit à sa famille que je me calmais au sujet du divorce. Parce que Don m'a appelé, un soir. La première fois qu'il m'appelait directement, depuis peut-être 2 ans. Brad. Écoute. Je sais que les choses se sont un peu échauffées, au lac. Des trucs de garçon, tu sais comment c'est. Tyler s'en veut pour toute cette histoire. Tyler s'en veut, ai-je répété. Bien sûr qu'il s'en veut. Il me l'a dit. On est une famille, Brad. Les familles se chahutent. Tu ne vas quand même pas laisser de petites taquineries détruire ton mariage. J'apprécie ton appel, Don. C'est bien, mon garçon. Bon, Maureen et moi pensions, pourquoi toi et Kelsey ne viendriez-vous pas pour Thanksgiving? Un nouveau départ, on fait table rase. J'y réfléchirai. C'est tout ce que je peux te dire. J'ai raccroché, et j'ai pensé à la signature de Don, sur un document que je n'étais jamais censé trouver. Table rase, n'est-ce pas? Kelsey a commencé à être plus gentil avec moi, pendant cette période. Pas de manière spectaculaire, juste par de petites attentions. Préparer le café le matin, me demander si je voulais regarder un film, me toucher l'épaule en passant près de moi. J'ai reconnu ce manège, pour ce qu'il était, une campagne de séduction. Maureen l'avait probablement briefé, sois juste douce avec lui, chérie, il finira par se calmer. Les hommes sont simples. Je ne me calmais pas. Je documentais. Sandra m'avait conseillé de conserver un registre détaillé, de la dynamique familiale. Alors, je m'y suis mis. Pas en secret. Je n'enregistrais pas les conversations, je ne cachais pas de caméra. Je prenais simplement des notes. Les dates, les heures, les commentaires, les interactions. Quand Kelsey m'a dit que ses parents nous avaient généreusement proposé leur aide pour refaire la cuisine, je l'ai noté. Quand Tyler m'a envoyé un SMS, pour la toute première fois, pour m'inviter à regarder un match de football américain chez lui, je l'ai noté. Quand Maureen a appelé pour proposer son aide avec notre petite maison, je l'ai noté, en consignant ses mots exacts. Chaque interaction transpirait cette certitude, que j'allais rester, que ses envies de divorce n'étaient qu'une phase, et que Brad allait se calmer, pour reprendre sa place de souffre-douleur familiale. Il ne paniquait pas.
Ils ne négociaient pas. Ils attendaient patiemment que je rentre dans le rang. La seule personne qui semblait, ne serait-ce que légèrement inquiète, était Kelsey. Un soir, environ 2 mois après l'incident de la maison du lac, elle est entrée dans la chambre d'Amy, et s'est assise au bord du lit. Brad. Est-ce que ça va, entre nous? Nous allons bien, ai-je répondu. Je lisais un livre sur le refinancement de prêts immobiliers. Tu es vraiment silencieux, ces derniers temps. J'ai beaucoup de choses en tête. Elle est restée silencieuse pendant 1 minute. Ma mère pense que tu es dépressif. J'ai failli éclater de rire. Ta mère pense que je suis dépressif. Elle dit que les hommes deviennent parfois comme ça, dans la trentaine. Comme la crise de la quarantaine, mais plus tôt. Kelsey, j'ai 31 ans. Je ne fais que te répéter ce qu'elle m'a dit. Dis à ta mère que je vais très bien. Elle a hésité, sur le pas de la porte. Brad, je ne veux pas divorcer. Je t'aime. Je sais que ma famille peut être pesante parfois, mais ils sont pétris de bonnes intentions. Vraiment. Je l'ai regardé. Et l'espace d'une seconde, j'ai revu la jeune fille dont j'étais tombé amoureux à l'université, celle avec ce rire communicatif. Et j'ai ressenti une tristesse sincère. Car je crois qu'elle croyait profondément à ce qu'elle disait. Elle pensait réellement que sa famille était animée de bonnes intentions. Elle avait grandi dans cette réalité, et n'avait jamais développé la capacité de l'observer de l'extérieur. Bonne nuit, Kelsey, lui ai-je dit. Elle est sortie. Je me suis replongé dans mon livre. Sandra m'a appelé la semaine suivante. Brad, nous sommes prêts. Hector a préparé un dossier complet sur la fraude à la garantie solidaire. Nous avons les registres de dépôt, l'expertise de la signature, et le lien avec l'agent de titre. Nous avons également l'historique des paiements de votre hypothèque. Prouvant que vous avez effectué chaque versement de manière indépendante pendant 6 ans, en ignorant totalement l'existence de cette cosignature. Quelle est la prochaine étape? Je dépose la demande de divorce. Simultanément, Hector dépose une plainte formelle auprès de la société de titre, et envoie une lettre de mise en demeure, à l'avocat de Donald Holland. Dont avait un avocat. Quiconque prend sa retraite avec un certain patrimoine, a un avocat. Son nom figurait dans les archives publiques, suite à un litige immobilier remontant à 3 ans. J'ai réfléchi à ça, pendant 1 minute. Sandra, y a-t-il un scénario dans lequel Don s'en sort, sans aucune conséquence? S'il coopère pleinement, reconnaît le dépôt non autorisé, et accepte que l'avenant soit annulé, alors oui, il pourrait éviter des poursuites pénales. Mais il devra également accepter toutes les conditions que nous fixerons dans l'accord de divorce. Car l'alternative, c'est que nous transmettions l'affaire au procureur du comté, et que nous le laissions décider, de le poursuivre ou non pour faux. La balle est dans le camp de Don. J'ai médité là-dessus. 1 an auparavant, je me serais senti coupable de faire peser une menace de poursuite pénale sur un homme d'une 60aine d'années. Mais ça, c'était avant de comprendre ce qu'il m'avait fait. Don ne s'était pas contenté de m'insulter à table, ou de se moquer de moi par la fenêtre d'une voiture. Il s'était immiscé dans ma vie financière. La maison que je payais, le toit au-dessus de ma tête, et il y avait planté son drapeau à mon insu. Il traitait ma maison comme une extension de son propre territoire. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas des trucs de garçon. C'était un homme qui croyait posséder tout ce que sa fille touchait, y compris son mari. La première tuile est tombée un jeudi soir d'octobre. Kelsey est rentrée du travail, l'air différente. Pas bouleversée. Ébranlée. Il y a une nuance. Être bouleversé, c'est émotionnel, réactif. Être ébranlé, c'est ce qui arrive quand on découvre que le sol sous nos pieds est bien moins solide qu'on ne l'imaginait. Elle a posé son sac à main lentement. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. Et pas d'une manière romantique. Plutôt comme si elle recalculait qui j'étais vraiment et de quoi j'étais capable. Mon père m'a appelé aujourd'hui, a-t-elle murmuré. D'accord. Il m'a parlé de la lettre envoyée par ton avocat, à propos de l'hypothèque. Je n'ai rien dit. J'ai simplement attendu. Brad. Mon père a-t-il vraiment co-signé notre maison, sans te le dire? Oui. Depuis combien de temps es-tu au courant? Quelques mois. Elle m'a dévisagé.
Tu le savais depuis des mois, et tu ne m'as rien dit. M'aurais-tu cru? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Nous connaissions tous les deux la réponse. Mon père jure que c'est un malentendu. Il dit qu'il essayait juste de nous aider. Ton père a déposé un document de garantie frauduleux, auprès de notre prêteur, en utilisant une agente de titre proche de ta mère. Ce n'est pas un malentendu. Son visage s'est légèrement crispé. Pas entièrement. Elle luttait, mais je pouvais voir l'architecture de la mythologie de sa famille, commencer à se fissurer. Le père qui ne fait que taquiner. La mère qui ne fait que qu'oublier. Le frère qui fait l'imbécile. Juste. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Ça dépend entièrement de ton père. Elle est restée là, au milieu de la cuisine, les clés toujours à la main. Et je l'ai regardée atteindre un point, où elle n'avait jamais été auparavant. L'intersection entre sa famille, et la vérité, sans aucun espace pour prétendre qu'il s'agissait du même chemin. Brad, a-t-elle lâché. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais rien, à propos de l'hypothèque. Je l'ai cru, mais ça ne changeait rien. Je sais, lui ai-je répondu. Mais tu savais, pour tout le reste. Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle est montée à l'étage, sans un mot de plus. Mon téléphone a vibré 1 heure plus tard. Un SMS, provenant d'un numéro que je ne connaissais pas. Je l'ai ouvert. Brad, c'est Maureen. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, tout ceci est allé beaucoup trop loin. J'ai fixé l'écran. Maureen, qui m'avait relégué à la table des enfants pendant 7 ans. Maureen, dont l'ami d'église, avait aidé son mari à falsifier des documents, sur ma propre maison. Maureen, qui avait dit à Kelsey que je traversais la crise de la quarantaine, à 31 ans. S'il te plaît, était un mot inédit, dans son vocabulaire. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone sur le plan de travail, et j'ai préparé le dîner. Le règlement a pris 6 semaines. Patterson, l'avocat de Don, est venu à la table des négociations, plus vite que Sandra ne s'y attendait. Il s'est avéré, que Don avait quelques autres squelettes dans son placard. Rien de criminel, mais suffisamment de zone d'ombre financière, pour que Patterson lui conseille vivement, de ne pas laisser cette affaire aller jusqu'à l'instruction. Et encore moins, jusqu'à un procès. Un homme qui falsifie des documents hypothécaires, suit probablement un modèle comportemental. Et le modèle de Don, incluait apparemment une comptabilité très créative sur un bien locatif que Maureen et lui possédaient. Ainsi que quelques réclamations d'assurance, qui ne résisteraient pas à un examen minutieux. Don n'a pas assisté à la médiation. Patterson le représentait. Sandra me représentait. Kelsey avait sa propre avocate. Une femme nommée Laura Chin, que Kelsey avait trouvée par elle-même, ce qui, honnêtement, m'a surpris. Ce fut peut-être la première décision que j'ai vu Kelsey prendre, sans consulter ses parents. Voici ce sur quoi nous nous sommes entendus. L'avenant de garantie solidaire a été formellement annulé. Don a signé une reconnaissance attestant que le dépôt n'était pas autorisé, document qui a été ajouté au dossier de la société de titres de propriété. Gail Richter, l'agent de titre, a été signalé à l'ordre professionnel de l'État, par la société de titres elle-même, dès qu'ils ont pris conscience du risque de poursuite. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt, pour cela. La société l'a jeté sous le bus, pour se protéger. J'ai gardé la maison. En pleine propriété, sans aucune contestation. Dont n'avait aucune revendication, et plus important encore, aucun moyen de pression. L'hypothèque a été refinancée, uniquement à mon nom, ce qui était de toute façon, le cas depuis le début dans les faits. Je n'avais simplement jamais su, qu'il y avait un cosignataire fantôme caché dans les documents. Le divorce en lui-même fut expéditif, une fois le problème de fraude résolu. Kelsey ne l'a pas contesté. Je pense que Laura Chin a dû l'asseoir, et lui expliquer très clairement, que de contester un divorce, face à un mari dont le beau-père avait commis une fraude contre lui, n'était pas une stratégie gagnante. Nous avons partagé les biens communs de manière équitable. Je n'ai pas cherché à punir Kelsey. Là n'était pas la question. Le but était d'être libre. Le jour où Kelsey a signé les papiers, elle a demandé à me parler dans le couloir, devant la salle de conférence des avocats. Laura Chin lui a lancé un regard d'avertissement, mais Kelsey a secoué la tête et a dit « J'ai juste besoin d'1 minute ». Nous nous sommes tenus dans un couloir beige,
avec une moquette industrielle et un éclairage au néon. Très romantique. Je suis désolé, a-t-elle commencé. Pourquoi, en particulier? Elle m'a regardé, et j'ai vu qu'elle voulait tout dire, mais elle s'est retenue. Au lieu de cela, elle a dit, pour ne pas t'avoir entendu. Tu me l'as dit tellement de fois, et je ne pouvais pas le voir. Je ne voulais pas le voir. Je sais qui est mon père. Ce n'est pas une mauvaise personne, Brad, il est juste. Kelsey, les jeux coupés. Ton père a falsifié des documents, sur ma maison. Tu peux l'aimer, et tout de même le reconnaître, mais je ne vais pas rester planté là, à t'écouter minimiser ses actes. Plus maintenant. Elle a acquiescé. Ses yeux étaient humides, mais elle n'a pas pleuré. D'accord. Pour ce que ça vaut, ai-je ajouté, j'espère que tu t'en sortiras. Vraiment. Elle m'a gratifié d'un petit sourire. Tu étais toujours trop gentil pour nous. Je n'étais pas trop gentil. Tu as juste confondu ma patience avec de la faiblesse. Elle n'a pas trouvé de réponse à cela. Nous nous sommes serrés la main, ce qui m'a paru à la fois bizarre et approprié. Et je suis sorti de cet immeuble, je me suis assis dans ma voiture, et j'ai respiré un grand coup, pendant 5 minutes d'affilée. C'était il y a 5 ans. J'ai 37 ans maintenant. Je suis resté dans la maison, ma maison, pendant une année supplémentaire après le divorce. Puis je l'ai revendue avec un bon bénéfice, et j'ai emménagé dans un autre quartier de la ville. Un nouveau départ, un nouveau voisinage, sans fantômes dans les couloirs. Côté professionnel, j'ai été promu 2 fois. Je suis aujourd'hui directeur des opérations régionales, à la tête d'une équipe de 12 personnes. Il s'avère que, lorsqu'on ne dépense pas toute son énergie émotionnelle, à gérer une famille toxique, on a beaucoup plus de temps à consacrer, à bâtir de vrais projets. J'ai rencontré Naomi il y a 3 ans, lors d'une journée de nettoyage organisée dans le parc près de chez moi. Elle encadrait les bénévoles, portant des bottes boueuses et un vieux sweat à capuche d'université. Elle m'a tendu un sac poubelle, et m'a lancé, « Vous avez l'air de pouvoir gérer le lit de la rivière. » J'ai répondu, « Dois-je le prendre comme un compliment ?» Elle a répliqué, « Prenez-le plutôt comme une mission. » J'étais sous le charme. Naomi est vétérinaire. Elle dirige une petite clinique, du côté de la ville. Elle est d'une gentillesse sans artifice. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle est attentionnée. Elle l'est, tout simplement. Elle me recadre gentiment quand j'ai tendance à fuir les problèmes, et elle le fait sans jamais me rabaisser. La première fois que je lui ai parlé de la famille de Kelsey, elle a écouté toute l'histoire, avant de conclure, donc, ce n'était que de vulgaires tyrans, avec de bonnes manières à table. Voilà, c'est tout Naomi. Nous avons emménagé ensemble l'année dernière. C'est bien. C'est vraiment bien. Le genre de bien-être où l'on réalise à quel point la situation précédente était toxique, uniquement lorsqu'on découvre ce à quoi ressemble vraiment, la normalité. Je n'ai pas gardé contact avec Kelsey, après le divorce. Sans aucune animosité. Je n'en voyais simplement pas l'utilité. Des connaissances communes m'ont appris qu'elle était retournée vivre chez ses parents pendant un temps. Ce qui m'a confirmé tout ce qu'il y avait à savoir, sur la mesure de son évolution. Marco m'a informé que Tyler s'était fait renvoyer de son job en or, il y a environ 2 ans. Apparemment, les amis golfeurs de Don avaient revendu l'entreprise, et les nouveaux propriétaires n'étaient pas vraiment enclins à garder des boulets à bord. Je n'ai ressenti absolument rien en l'apprenant, ce qui, je suppose, signifie que j'ai définitivement tourné la page. Quant à Don et Maureen, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux. Je croyais ce chapitre clos à tout jamais. Il ne l'était pas. Il y a 3 mois, un samedi matin, quelqu'un a frappé à ma porte. Naomi et moi étions en train de préparer le petit déjeuner. Elle s'occupait des œufs brouillés, tandis que je laissais brûler les tartines, mon unique contribution culinaire. Je me suis essuyé les mains dans un torchon, et je suis allé ouvrir. C'était Kelsey, debout sous mon porche. Elle avait changé. Plus âgée, bien sûr, mais semblant aussi plus petite, d'une certaine façon. Pas physiquement, mais moins assurée. Elle cramponnait la lanière de son sac des 2 mains, et arborait une expression que je ne lui connaissais pas. J'ai mis une seconde à l'identifier. Elle était nerveuse. Brad. Bonjour. Kelsey. Je sais, c'est. J'aurais dû appeler. J'ai eu ton adresse par. Elle s'est interrompue.
Je voulais juste te parler. J'ai quelque chose à te dire. Avant que je ne puisse répondre, Naomi a fait son apparition dans le couloir, derrière moi. Et, chérie. Qui est? Elle s'est arrêtée net, en voyant Kelsey. Naomi avait vu des photos. Elle l'a reconnue. Kelsey a regardé Naomi, puis moi, puis à nouveau Naomi. Quelque chose a traversé son visage. Pas vraiment de la jalousie, mais plutôt une prise de conscience. La réalisation que la vie avait continué sans elle, que j'avais bâti quelque chose de solide, et qu'elle n'était désormais qu'une invitée de passage, dans un monde dont elle ne faisait plus partie. Bonjour, a dit Naomi, d'une voix neutre et assurée. Je suis Naomi. Kelsey, a-t-elle répondu. Je suis. J'étais. Je sais qui tu es, a coupé Naomi. Sans méchanceté, juste pour clarifier la situation. Je suis sorti sur le porche, et j'ai refermé la porte à moitié derrière moi. Que voulais-tu me dire? Kelsey a pris une inspiration. Mon père a eu une crise cardiaque l'année dernière. Il s'en est remis, mais ça lui a fait l'effet d'un électrochoc. Il est dans une démarche de réparation, je suppose. Il fait le bilan de sa vie, et s'excuse auprès des personnes à qui il a fait du tort. Elle a marqué une pause. Il m'a demandé de te dire qu'il est désolé pour l'hypothèque. Pour tout ce qu'il a fait. Je me suis adossé à la rambarde du porche. Il t'a envoyé pour faire le sale boulot. Il est trop fier, pour venir s'excuser en personne. Mais je me suis porté volontaire, parce que j'avais aussi mes propres choses à te dire. Elle a regardé ses mains. Je suis une thérapie depuis 2 ans. Individuelle. Pas une thérapie de couple, juste un travail sur moi-même. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre ce que tu as essayé de me dire, pendant 7 ans. C'est-à-dire que ma famille n'est pas normale. Que la façon dont il te traitait était abusive. Et que j'en ai été complice. Parce que l'admettre m'aurait obligé à remettre en question tout ce qu'on m'avait inculqué depuis toujours. Elle a relevé la tête. Tu méritais mieux, Brad. J'aurais dû me battre pour toi, au lieu de me battre pour eux. J'étais là, sur mon propre porche, 5 ans après la période la plus noire de mon existence. Et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Ni colère, ni satisfaction. Quelque chose qui s'apparentait plutôt à du soulagement. Comme si une porte qui grinçait depuis des années, venait enfin de se refermer complètement, dans un clic sec et net. Merci de l'avoir dit, ai-je répondu. Sincèrement. Es-tu heureux? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. À travers le verre dépoli de la porte, je pouvais distinguer la silhouette de Naomi, s'affairant dans la cuisine. Oui, lui ai-je affirmé. Je le suis vraiment. Kelsey a hoché la tête. Ses yeux brillaient, mais elle n'a pas pleuré. C'est bien. C'est. J'en suis heureuse pour toi. Elle a reculé d'un pas, je ne t'importunerai plus. Tu ne m'importunes pas, Kelsey. Elle a esquissé un léger sourire. Tu as toujours été plus doué que moi, pour ça. Pourquoi faire? Faire preuve de gentillesse, alors que rien ne t'y oblige. Elle s'est éloignée. Je l'ai regardée regagner sa voiture. Elle m'a fait un petit signe de la main, avant de démarrer. Je suis resté sur le porche encore 1 minute, profitant de l'air matinal, écoutant le quartier s'éveiller doucement autour de moi. Puis, je suis rentré à l'intérieur. Naomi était en train de dresser les assiettes. Elle a levé les yeux vers moi. Ça va? Oui, tout va bien. Super. Tes tartines sont définitivement cramées, au fait. J'ai ri. Je me suis assis à la table de ma cuisine, dans ma propre maison. Face à une femme qui m'avait vu telle que j'étais, et qui m'avait quand même choisi. J'ai mangé mes tartines brûlées avec ses œufs parfaits. Et j'ai ressenti quelque chose, que j'avais passé une décennie entière à chercher. La paix. La paix, la vraie. Celle qui ne se simule pas. Et que personne ne pourra jamais vous enlever. Je l'avais bien mérité.